J'étais en Camargue, je finissais ce docu et je me disais, mais en fait, le fantastique, il est là, il est à portée de main, il est dans ces mugissements de taureaux qu'on ne sait pas où ils vont, dans ces chevaux sauvages qui apparaissent face à nous. En fait, il y avait quelque chose de magique dans la nature que finalement je pouvais retrouver. Alors, moi, j'ai fait l'AFEMIS en montage, donc j'ai plutôt un parcours de monteuse. Je travaillais notamment avec Abdelatif Kechiche sur la vie d'Adèle et Mektoub. Et après, j'ai fait des courts-métrages, donc Belle Gueule et Goût Bacon, ainsi qu'Un monde sans bête, qui sont des cours assez différents. Que j'ai fait plutôt, Goût Bacon, c'est vraiment l'histoire d'une comédie que j'ai fait à Grigny, dans le cadre d'un atelier que j'encadrais avec des jeunes comédiens. Dans le centre de mon travail, c'est vraiment l'idée de travailler avec des comédiens qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle au départ, mais d'essayer de créer ensemble en fait, un personnage et d'arriver à une justesse dans les dialogues. Donc Goût Bacon est assez proche de Fragile, comme Un monde sans bête est proche de Animal. Puisqu'Un monde sans bête, c'était vraiment un documentaire de création sur un jeune garçon que j'avais rencontré lors d'une résidence que j'avais faite dans le sud de la France à Montpellier. Et j'avais rencontré ce garçon Théo et j'avais très envie de le suivre parce qu'il était fasciné par les taureaux et du coup voilà, je suis allée le suivre. Donc voilà un peu mes 3 courts-métrages. Fragile, en fait, moi j'ai toujours présenté ce film en disant voilà, j'ai fait ce film pour qu'à la fin, j'espère que les gens ont envie de manger des huîtres et de tomber amoureux. Et aussi de partir à 7 en vacances. Et c'est vrai, je pense que c'était un film où j'ai voulu essayer de rendre hommage en fait, à toutes les comédies romantiques que j'aimais, en essayant d'y mettre aussi ce que j'y voyais pas moi, c'est-à-dire de la diversité et de la fragilité masculine, ce qui était un peu le cœur du film, puisque ça s'appelle Fragile pour ça, quoi. Et je trouve que ça manque dans les comédies romantiques encore. Un monde sans bête, en fait, je fais un atelier avec des jeunes de 4e dans un collège à Redescends-Manduel, un petit village en petite Camargue. Et à ce moment-là, je travaille sur le rêve avec eux. Et donc, du coup, j'interroge chaque jeune sur est-ce que vous avez des rêves, est-ce que vous rêvez, etc. Et là, je tombe sur Théo qui me dit, le jeune que j'ai eu envie de suivre sur Un monde sans bête, qui me dit, moi, en fait, j'ai un rêve récurrent, c'est que je me réveille et je suis en Camargue et je cherche le taureau parce qu'il n'y a plus de bêtes, les bêtes ont disparu. Et donc, je suis dans un monde sans bêtes. Et cette phrase, un monde sans bêtes, qui hantait en fait ce jeune garçon, je pense que ça me parlait beaucoup. Ça me parlait du rapport au vivant, du rapport aux animaux, de nos hantises. Il y a un truc quand même très écologique là-dessus, et en même temps très double, parce que le taureau, c'est vraiment un animal plutôt sanguinaire. Du coup, on se dit, on va plutôt avoir peur quand on a 13-14 ans des taureaux qu'avoir peur que les taureaux disparaissent. Et je trouvais que cette contradiction était hyper intéressante. Et ensuite, on l'a suivi avec Adrien Lecouturier qui faisait l'atelier avec moi, qui est le chef opérateur. On a décidé de le suivre le temps d'un été dans ce qu'on appelle les manades, qui sont des fermes de taureaux dans le sud de la France, pour essayer de voir cet apprentissage auprès des bêtes, qu'est-ce que ça signifiait pour ce jeune garçon. Et je pense qu'à travers Un monde sans bêtes, on voulait vraiment interroger ce lien-là, en fait, avec le taureau qui m'a, moi, toujours fascinée depuis mon adolescence. En finissant le film, en fait, le tournage, je croise Marie Ségrétier. Marie Ségrétier, c'est la seule femme dans ce milieu qui est très masculin à aller dans l'arène. Et c'est vrai que c'est une vraie rencontre, c'est un vrai coup de cœur. Marie, elle a quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'elle a un vrai lien avec les taureaux et les chevaux. Et c'est vrai que moi, en tant que femme, vu que c'est un milieu très masculin, d'un coup, je vois cette jeune fille qui, d'ailleurs, me dit que c'est jamais un problème d'être une femme dans ce milieu-là et qui vit sa passion pour la vie, tout simplement, en fait. Et ça, je trouvais ça très, très beau. Et Marie, justement, m'avait dit quelque chose que j'ai repris dans Animal, qui était moi, de toute façon, quand je vais dans l'arène, le taureau, il s'en fout que je sois un homme ou une femme. Je suis juste un animal face à un autre animal. Et je trouvais ça beau comment l'animalité transcendait en fait la problématique des genres.
Donc il y a eu la rencontre avec Marie surtout que j'ai suivie, j'ai fait un documentaire sur elle, je l'ai suivie pendant 1 an et demi. Et après ce documentaire, à ce moment-là, je faisais la direction artistique pour une série de genre pour Netflix qui s'appelle Vampire. Et je revoyais tous les films qui ont bercé mon adolescence et surtout Buffy contre les vampires que j'adore. Mais je revoyais The Faculty, je revoyais même La main qui tue, même des séries B quoi, de l'époque. Et j'étais en Camargue, je finissais ce docu et je me disais mais en fait... Enfin, le fantastique, il est là, il est à portée de main, il est dans ces mugissements de taureaux qu'on ne sait pas où ils vont, dans ces chevaux sauvages qui apparaissent face à nous. En fait, il y avait quelque chose de magique dans la nature que finalement je pouvais retrouver, surtout dans un film que moi j'adore, qui pour moi est le chef-d'œuvre des films de vampires, c'est Near Dark de Catherine Bigelow, qui mélange western, film de vampires, road movie, drame familial, et qui est assez unique. Et je crois que j'avais très envie de faire un film un peu hybride aussi, en croisant ce territoire que j'avais pu vraiment approfondir dans mon travail documentaire et mon envie de genre pour raconter quelque chose autour aussi du masculin et du féminin à ma façon. Ginger Snap, c'est une claque. En plus, Ginger Snap, en vrai, moi, quand j'ai travaillé sur Animal, il y avait ce taureau qui a toujours... ça m'a toujours fasciné, le taureau, et je ne sais pas complètement pourquoi. Peut-être parce que, aussi, quand j'avais 19 ans et que je suis sortie un peu de ma campagne, on va dire, j'ai découvert que dans d'autres endroits, il n'y avait pas forcément des taureaux, alors que je pensais qu'ils étaient partout en France. Et du coup, l'animal, mais ça me fait penser à Ginger Snap, effectivement, ce côté, l'animalité au féminin, qu'est-ce que ça va nous raconter, qu'est-ce que ça peut nous dire dans le body horror, dans le film d'horreur actuellement. Moi, j'ai manqué, c'est-à-dire le vampire, c'est souvent, mais même comme dans Buffy, celui dans la nuit qui est une sorte de métaphore du violeur, le loup-garou, c'est souvent au masculin en fait. Moi je pense à Oz tout de suite, ou même le loup-garou de Londres qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et Ginger Snap, ça fait partie des rares pas de côté où en fait on est dans une animalité féminine qui n'est pas forcément érotisée. Puisqu'en fait sinon il y a effectivement tout ce qu'on va du côté de Tourneur, la féline, et qui moi que j'aime beaucoup mais qui me semblait parfois, enfin je me disais ah et pourquoi l'animal serait forcément érotique quand il est au féminin et pourquoi il parlerait pas de puissance et pourquoi justement il parlerait pas d'un nouveau pouvoir qu'on aurait avec la nature et avec nous-mêmes et aussi d'une vengeance, ce qui peut être le cas dans certaines transformations au masculin. Et donc je pense que de cette image un peu manquante mais que j'avais trouvée dans Ginger Snap ou dans certains épisode de Buffy, j'avais envie de raconter l'animalité et la bestialité féminine autrement, quoi. C'est vrai que les influences, elles sont multiples et c'est jamais très évident, je pense, quand on écrit ou quand on a très envie d'un film, de se dire ça va être ça, ça et ça. C'est pas forcément... Je pense que je l'ai vraiment travaillé dans l'émotionnel et je crois vraiment que des films comme Near Dark m'ont aidée à me dire, voilà, c'est pas simplement un body horror, c'est pas simplement un western. Je pense que j'avais des envies qui étaient différentes, mais qui me semblaient toutes s'organiser autour de l'émotion du personnage principal. Et je crois que c'est vraiment Nejma et cette envie qu'elle a dans l'arène d'être proche des taureaux qui m'a guidée dans l'écriture du film pour essayer de croiser cette hybridité, mais qu'on ne soit jamais dans un truc de « Ah, mais qu'est-ce que me raconte le film ?» puisque c'est le personnage, la colonne vertébrale et pas le genre. Mais ça, c'est pas forcément évident. Je pense que en fait, j'ai réfléchi cette métaphore entre le fantastique et le drame intime. Pour moi, elle fait vraiment partie du film de genre. C'est-à-dire que Buffy, chaque épisode, c'est un trauma intime que tu vis avec elle ou que tu vis avec un adolescent de la bande ou quelqu'un que tu suis. Et après, en fait, le démon ou le fantastique vient juste métaphoriser ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, même dans les films, par exemple Get Out, que ça parle de racisme à travers tout ce qui arrive aux personnages. Rec, ça parle de lutte des classes à travers la vie d'un immeuble. Mais en fait, moi, j'aime quand le fantastique va me raconter quelque chose finalement d'intime, mais aussi de social, de sociétal, en fait. Et ça fait partie des goûts que... Ouais, des goûts de genre, en fait, où
où on me raconte quelque chose, mais ce que j'aime dans le genre, c'est que ça passe par des sensations et par des émotions, et pas forcément que par un discours. Et ça, je trouve ça très puissant. Moi, je sais que j'ai eu des vrais moments de... même Ginger Snap, en fait. Ginger Snap, moi, je le vois vraiment comme la métaphore du viol aussi, par ce loup-garou, et comme cette fille qui est en train de perdre sa sœur, elle est impuissante face à la violence de sa sœur, qui est irréparable depuis qu'elle s'est faite agresser. Et ça, je trouve que c'est super beau de pouvoir nous emmener dans ces récits-là, en nous amenant à nous interroger sur la violence des autres et sur nos difficultés des fois à les dépasser. Il y a quelque chose d'assez cathartique aussi dans la vie, la mort que met en scène le genre. Donc je pense que c'est plutôt dans ces envies liées à ma cinéphilie que j'ai eu envie aussi moi-même de... Enfin, je me suis jamais... Des fois on me dit, est-ce que tu as pensé au drame intime avant le fantastique ou est-ce que... Mais j'ai eu l'impression que les deux étaient liés. En fait, en Camargue, quand je me baladais, il y avait cette fille, Marie Ségretier, que j'avais croisée. Il y avait plein de gens que j'avais croisés. Ça faisait longtemps que je venais, que j'avais envie de m'interroger sur, quelque part, la violence. Et en même temps, le fantastique me permettait justement d'en parler de manière plus poétique que j'avais l'impression de le faire si ça avait été trop collé au réel, en fait. Un peu sur le chemin aussi. À tenir, hein. Du coup, c'est bien. T'as le dos. T'as le bac du sauvage. Oh, sale. Bouge pas. Bouge pas. Les inversions, en fait, sur ce qu'on attend de certains personnages masculins ou personnages féminins, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ça fait partie de mon écriture. Quand j'écris Fragile avec Nour Ben Salem, ma co-scénariste, on se questionnait toujours sur qu'est-ce qui nous a manqué, en fait, en tant que jeune femme, pour avoir des représentations autres. Il y avait toujours cette scène qui nous saoulait un peu de... Le mec arrive, et en fait, il est conscient de son désir. Maintenant, ça y est, il est prêt à t'aimer. Et en fait, la meuf est OK tout de suite. Donc, en fait, on a voulu vraiment travailler sur cette scène et se dire bah non, et si elle lui dit en fait c'est pas quand t'as envie que j'ai envie en fait, parce que nous notre désir à l'écran il est toujours conditionné au désir des hommes beaucoup, enfin même quand le héros est masculin. Et en fait dans Animal c'était pareil, c'est-à-dire que je me disais en quoi cette fille c'est jamais, et justement moi j'aimais bien ce qu'a Marie aussi et ce qu'ont certaines personnes que j'admire dans la vie, cette question cette façon de quelque part nier les problèmes, mais pour mieux avancer. Enfin, on a tous ce truc de nier les problèmes dans le sens de dire il n'y a aucun problème au fait que moi je sois une femme, j'aille dans l'arène et je suis la seule. Et en fait j'avance. Il y a quelque chose d'assez beau qui était chez Marie et que je voulais mettre dans le personnage de Nejma, mais qui me permettait aussi de pas que le personnage problématise jamais elle-même sa situation. Et ça fait part de plein de choses qui vont être la violence qui est autour, qu'elle ne veut pas voir, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une interrogation toujours aussi sur les personnages masculins autour d'elle. Moi, j'essaie vraiment d'avoir de l'ambivalence et d'avoir autant de fragilité d'un côté que de l'autre. Je pense que, je dis toujours que finalement, les deux longs, j'ai voulu travailler sur la fragilité masculine d'un côté, mais pour moi, le revers, c'était vraiment la puissance féminine. Et j'aime bien quand les deux sont liés, en fait. Je regardais House of Dragons forcément, il n'y a pas si longtemps et je me disais, en fait, ce qui me parle là-dedans, c'est que les femmes sont aussi puissantes que les hommes, mais peut-être autrement. Enfin, elles le font autrement, mais il y a quelque chose où c'est pas juste des problématiques de genre comme une guerre, quoi. C'est plutôt de mettre des choses qu'on attribue malheureusement des fois de manière culturelle au masculin dans des personnages féminins et inversement, mais de les dialectiser, en fait, de jamais les rendre trop... t'es un homme, alors tu vas agir comme ça dans un film, t'es une femme, tu vas agir comme ça. Et ça m'intéresse parce que je pense qu'on a besoin de nouveaux modèles et de nouvelles histoires et aussi plus de fluidité, en fait, dans tout ça. Nejma, elle est venue avec des ambitions, elle est en train d'affûter le crochet, avise les gars. Ça Ah. Tu l'as dans le viseur, non?
Ah, c'est la première fois qu'on a une fille, on a le droit de brancher un petit peu. Ils rentrent tous à poil les taureaux aujourd'hui. Pas une ficelle. Ça va être dur à se concentrer cet après-midi. Mais pas que ça sent le parfum pour femmes, les gars, un peu dans le vestiaire. C'est ça, hein. On n'a pas l'habitude. Bon les gars, attention. Je crois que Nejma part à la Fashion Week là. C'est pas toi qui voulais mon rouge à lèvres tout à l'heure? Ça c'est beau, ça c'est beau. C'est tellement sorti les griffes que c'est trop les chaussettes. Ce rapport presque animiste qu'il y a, il est en Camargue aussi, enfin il fait partie de la Camargue. Parce que la course camargaise c'est très différent de la corrida, il n'y a pas de mise à mort. Et c'est vrai qu'il y a, moi quand je suis tombée sur ces tombes de taureaux, j'avais halluciné parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose d'assez sacré dans le taureau qui devient comme un personnage. Et en même temps, il y a plein de choses qui peuvent être qui peuvent être violentes avec les bêtes. Et j'aimais bien de parler de cette ambivalence-là, en fait. Il me fallait en parler, mais ce qui m'a plu dans la course camargaise et en Camargue, c'est que j'ai rencontré plein de gens qui sont comment dire, fascinés par les taureaux ou par les bêtes et qui leur parlent. Enfin, on pourrait dire l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, on pourrait dire l'homme qui murmure à l'oreille des taureaux ou les femmes qui murmurent à l'oreille des taureaux. Vraiment, il y a un truc où on va voir plus les taureaux dans l'arène que les hommes. Et ça me plaisait. Après, de savoir des fois, je pense qu'il y a malheureusement et heureusement dans les passions des choses qu'on ne peut même pas saisir nous-mêmes de mystérieux. Moi, il se trouve que c'est un animal qui, à la fois, avec ses grandes cornes, il peut paraître hyper inquiétant, sanguinaire, alors qu'en fait, c'est un animal qui mange de l'herbe, quoi. Il a rien d'un prédateur. En fait, il a tout d'un prédateur sans l'être. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, cette espèce de contraste. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de filmer dans mon film les taureaux comme des personnages. On m'a des fois demandé à l'étranger, on m'a dit est-ce que c'est voulu d'avoir pris tous ces chevaux blancs? Mais c'est vrai, en Camargue, c'est la race camargaise, tous les chevaux sont blancs, pratiquement en tout cas. Donc le côté blanc et noir des taureaux et des chevaux, il fait partie encore une fois de la Camargue, comme ces fameuses chemises camargaises. Et après, la Camargue a un film quand même emblématique qui s'appelle Crin blanc, où on suit vraiment tout le parcours d'un cheval blanc et de sa fuite, et qui personnifie complètement l'animal. Et pareil, moi je pense que j'avais très envie de... C'était pas qu'un hommage à Crin blanc, mais plus aussi... moi j'adore l'Histoire sans fin, qui est un vieux film assez kitsch, et j'ai été marquée, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, par la mort de Artax dans les marais de la mélancolie. Et du coup, j'avais très envie d'avoir... déjà, ce lien à l'animal pour Nejma, il est très fort. Son cheval assiste à plein de choses et est témoin en fait de plein de choses. Et je voulais vraiment, encore une fois, c'est tout un truc très organique qui est qu'en Camargue, on nous dit toujours qu'il y a plus d'animaux que d'habitants, mais c'est vrai. Et donc les animaux assistent à des choses et des fois peuvent réagir et peuvent avoir des réactions. Et c'était cette espèce de microcosme animal qui est très très fort en Camargue. J'avais vraiment envie de le rendre important. Sur le plateau avec des taureaux, je pense que vraiment c'était un sacré défi parce qu'on n'avait aucune référence avec Ruben. Pense le chef-op, on se disait en fait il n'y a pas eu de film, mais c'est pas pour rien, puisqu'il n'y a pas de dresseur en fait de taureaux. Le taureau par essence est sauvage. Sinon, on a ce qu'on appelle les taureaux apprivoisés, il y en a très peu. Et en fait, les taureaux apprivoisés, même eux, on a essayé une fois. Et en fait, c'est impossible, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui dit au taureau, fais à droite, fais à gauche. C'est pour ça que, notamment, on a utilisé à des endroits des effets spéciaux. Certains le voient et certains ne le voient pas. La différence entre un taureau qu'on a fait entièrement en effets spéciaux et un taureau qu'on a avec lesquels on a dû tourner. Mais c'est surtout de la gestion, parce qu'en fait, les bêtes, ça nécessite que l'équipe soit très attentive, très concentrée. Ça fait aussi qu'on a un principe presque de documentaire, vu qu'on ne veut pas épuiser les bêtes et que l'idée, c'est pas du tout de leur faire du mal. On va pas pouvoir tourner 10 fois la scène. Donc avec Ruben, on va vraiment préparer très très fort en amont, en se racontant ce dont on a vraiment besoin d'avoir et de voir. Et il était sur un pick-up et en fonction, il se baladait pour même par exemple cette séquence de tri au début, c'est-à-dire c'est un moment où on va chercher l'animal
pour l'amener dans un enclos. Bon, ben là, on a 1 heure, ils vont faire le tri 3-4 fois, et en fait, nous, il va falloir qu'on ait tous les plans dont on a besoin. Et ça va être dans le temps réel, puisqu'en fait, on ne va pas s'arrêter, stop, on recommence, on va tourner en continu. Et ça, c'était une façon de faire assez intéressante, parce qu'en même temps, ça faisait partie aussi du film, la nature, il fallait qu'on s'adapte. Et du coup, il y avait vraiment une relation à avoir avec Ruben entre ce qui surgissait, de l'imprévu d'un taureau qui faisait quelque chose ou pas, et qu'il fallait suivre, avec ce que nous, on avait pensé, ce qu'on avait réfléchi et ce dont on avait profondément besoin. Et en même temps, on a fait le plan de travail en fonction des pleines lunes. On s'est vraiment adapté aux bêtes, quoi. Par exemple, toutes les scènes d'arène, où Laïa, elle attendait de voir ce que faisaient les taureaux avant. On tournait tous les moments taureaux, où il n'y avait que les taureaux dans l'arène, avec les raseteurs qui sont vraiment des raseteurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'arène. Et ensuite, où Laïa faisait tout ce qu'on appelle le contre-champ, pour en fait mimer être à la place d'un certain taureau, où on se disait « Ah, il y a eu un moment intéressant, ce taureau, il était par là, donc il faudrait que tu fasses ça ». Donc en fait, encore une fois, c'était l'animal qui guidait aussi beaucoup ces scènes. Et d'ailleurs, pour la deuxième course, le taureau s'est vraiment approché à côté d'elle et elle est restée en suspens comme ça, en train de le regarder. C'est vraiment quelque chose que j'avais écrit. Et je ne savais pas si j'allais arriver à la voir voilà, une demi-après-midi où tout est serré. Et en fait, c'est les premiers moments qu'on a tourné de la journée. Et c'est super beau aussi parce que quand ça arrive, voilà, ça arrive une fois, mais on a une prise, quoi. Donc c'est merveilleux ce que les bêtes, elles peuvent tout donner. Après, il fallait faire très attention, ça reste des bêtes dangereuses. Une équipe de tournage, ça reste beaucoup de monde et du coup, on a eu aussi beaucoup de scènes en mini-équipe. Toutes les scènes de nuit, c'était vraiment des micro-équipes parce qu'on ne peut pas s'approcher des taureaux aussi facilement si on est 25, quoi. C'est normal, donc on était 4 ou 5 max. Mais c'est assez fabuleux aussi, un endroit où le cinéma n'est pas omnipuissant. Enfin, dans le sens, on doit un peu s'agenouiller à côté de la nature et dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» On regarde, on attend. Et ça, c'est assez beau aussi. J'ai grandi pas loin. J'ai grandi à 40 minutes de là où j'ai tourné. C'est une région, je me sens sudiste forever ever, j'ai envie de dire. Mais vraiment, ces fêtes de village, je les ai vécues. La Camargue, ça fait maintenant 15 ans que j'y vais. J'ai fait 2 documentaires, j'ai fait ce film. Et quand j'ai voulu préparer ce film, je me suis dit, je ne peux pas la trahir, cette Camargue-là. Il y a un endroit où je ne peux pas arriver avec 15 comédiens professionnels de Paris et leur apprendre ce que des gens, ils naissent avec la passion des taureaux, ils mangent taureaux, ils boivent taureaux, ils dorment taureaux. Il y a une façon d'être, de se comporter, d'avoir le visage buriné par le soleil, d'avoir les mains qui serrent les crins de cheval. Enfin, c'est vraiment des choses où je pouvais, enfin, j'avais l'impression que par rapport au film que je voulais raconter, il fallait une authenticité forte et que autant le fantastique et extraordinaire, il fallait partir aussi d'un ordinaire auquel on croit. Et ça me plaisait aussi, cette espèce de gap entre les deux qui n'était pas évident. C'est-à-dire de se dire, voilà, je pars de quelque chose de très, très ancré, qui est très réaliste. Et en fait, je vais vers la magie. Mais parce que pour moi, les deux se conjuguent tout le temps dans la vie. Mais parce qu'il y a aussi je sais pas, le point de départ de quelque chose de très documentaire pour aller vers un univers de plus en plus extraordinaire me plaisait assez parce que je pense que la vie est comme ça aussi, voilà. Et en fait, quand j'ai préparé mon film, très vite, avec les productrices, s'est posé la question d'avoir des comédiens pros. Et c'est vrai que moi, je leur ai dit, ce sera vraiment très difficile. Moi, j'ai envie d'avoir l'accent. Il y a des scènes que j'avais écrites avec les taureaux. Par exemple, la scène de Ferrade au début. Si c'est des comédiens pros, je ne peux pas du tout la tourner. En fait, il n'y a que des doublures, je peux faire que tout de dos. Il y a vraiment des scènes très, très physiques. Et en fait, je suis très contente qu'elles aient respecté cette envie. C'était pas évident. Et après, on a fait un casting de 6 mois pour trouver les bonnes personnes. Et c'était long et c'était intense. Et ce qui était génial, c'est que tous les gens qui sont dans le film, en fait, à part Oulaya, ils sont tous non professionnels, mais ils viennent tous de là-bas. Ils ont tous un lien avec le taureau quand même. Celui qui joue le manadier, il a vraiment une ferme de taureaux. Vivien qui joue Kylian, il va vraiment dans l'arène, dans la vie. Et tous ces acteurs et cette troupe autour d'Oulaya nous ont vraiment aidés, Oulaya et moi aussi, à nous intégrer dans ce milieu,
et à nous apprendre ça on peut le dire, ça on peut pas le dire, ça il y a ces termes-là, etc. pour ramener encore une fois cette authenticité, mais aussi pour toutes ces scènes avec les taureaux, ils étaient là en fait, ils étaient à cheval et ils nous aidaient à driver les bêtes, à faire attention. Donc je pense que ça c'était une aventure que j'avais envie de vivre comme ça, parce que la Camargue elle est très sauvage et elle est magique, mais pour accéder à son cœur authentique, il faut du temps et il faut aussi que les gens nous ouvrent les portes. Et c'est normal parce qu'elle se mérite, je trouve. Mais du coup, voilà, on l'a vraiment fait avec les gens de là-bas. Et ça, c'était... Moi, je pense que j'aurais pas pu revenir en me disant que je l'avais fait sans les inclure en fait, dans cette fabrication. C'était trop important. Donc, organisons-nous. Moi, Léonard, je veux pas t'accuser, je te jette pas la pierre. Mais c'est chez toi qu'ils sont morts, ces gamins. Donc on va commencer les recherches par chez toi. Arrête de remuer ta tête, tu le sais que c'est ton taureau. Quand même, ils sont morts à côté de chez toi. C'est énervé, toi. C'est un con de s'énerver. Pourquoi tu montes le temps, là? C'est un con de s'énerver. Et toi, on va faire tes barrages la nuit, là. Tu as jamais les taureaux dehors, toi? Tu as jamais les taureaux dehors? C'est bon, ça arrive. Arrête, t'es ça sert à quoi, ça? On est là pour ça. Moi, la langue au cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je crois que dans Fragile aussi, j'avais une envie que chaque comédien ait une façon de parler différente. D'ailleurs, c'est un des premiers longs de Raphaël Quénard qui a un phrasé particulier que j'avais repéré à Mille Visages parce que de toute façon il avait une façon de parler particulière et j'aime la langue quand elle est particulière, quand elle est pas quand je sens pas que tout est très écrit. Donc j'avais déjà travaillé ça dans l'énergie avec mes comédiens de Fragile et là j'ai essayé aussi parce qu'il y a de l'accent, parce qu'il y a une façon de parler différente. C'est ce poème qui est dans le film. En fait, c'est un poème que dit Léonard, donc Claude Chabalier qui joue Léonard plutôt. Et c'est une proposition de Claude et que moi j'ai tout de suite accueilli bras ouverts parce que ça allait totalement avec le film. Mais typiquement, en fait, j'aime aussi ce qui est un peu local. Je dis toujours que quand j'écris, j'aime bien avoir des territoires qui sont non interchangeables. C'est-à-dire, je ne peux pas tourner à Reims, à Nantes. Même à Nice, ce film-là, je peux le tourner que là où je choisis et le territoire devient un personnage vraiment du film. Et ce territoire a une langue. Et cette langue-là, il faut que je la comprenne, il faut que je la saisisse et il faut que mes comédiens s'en emparent. Et ça, c'est hyper important pour moi. Amo di baile di vacchie. Tabur, l'onore de ma cresenzo sotto un'asta di castagne. Mai fier di Marcello Gardiane cantargaio sul paiun che buffo tutti les engano. L'abbé ven largo tramontano, t'abourrerai des sanibio. Je t'abreuverai du sang des taureaux. Que ce soit le vin de la mer, que ce soit le vin du Nord, je t'abreuverai du sang des taureaux. J'ai tout à fait écrit le rôle de Nejma pour Oulaya de ce film-là. Oulaya, ça fait 12 ans maintenant. On a commencé ensemble. C'était mon tout premier court-métrage produit. Et elle aussi. C'était avant Divine. Elle a tourné Belle Gueule avec moi sur vraiment les terres de mon adolescence, juste derrière chez moi, où elle jouait une vendeuse de beignets avec Samir Ghesmi. Et après, je l'ai retrouvée pour Fragile et c'était très marrant parce que j'avais l'impression qu'on faisait un pot d'âne inversé puisque Oulaya, pareil, je lui avais proposé le rôle avant même de trouver le comédien principal, Yacine Wisha. Et là, sur Animal, c'est vraiment tout un autre registre. C'est un rôle super physique. Moi, quand j'ai écrit, c'était évident que je voulais que ce soit Oulaya, mais comme dans toute collaboration, je préfère qu'on se co-choisisse. J'ai pas du tout envie de forcer ou quoi. Et donc, j'ai attendu d'avoir un scénario au bout de 3 ans, de lui faire lire. Et quand elle m'a dit, en fait, oui, go, on y est allé, bien évidemment. Et après, il y a eu aussi le fait que quand elle l'a lu, elle m'a dit, ah, j'ai plein de questions, il y a plein de choses que j'aimerais bien comprendre. Waouh, ça va être intense. Ça la surprenait aussi, même par rapport à ce qu'on avait fait avant dans mon travail. Et après avoir passé plusieurs mois, elle a passé 4 mois avec moi en Camargue, elle a vraiment relu le scénario et elle avait les larmes aux yeux, elle m'a rappelé et puis elle m'a dit vraiment là j'ai compris plein de choses. Mais parce qu'il y avait tellement, il y a l'écriture d'un film, mais il y a aussi tout ce que le territoire va travailler, tout ce qu'on a besoin de traverser. Je l'avais amenée dans les fêtes de village, elle avait fait une immersion avec les taureaux, elle avait vu avec les garçons plein de choses pour qu'on y croie, pour qu'on croie cette fille-là, elle ait au moins vécu quelques années de sa vie ici. Et là, elle s'était rendue compte de plein de choses et du cœur du film, en fait, de l'endroit dont je parlais. Et doucement. Calme un peu, Nejma. Oh. Tu vas te flinguer comme ça. Hein.
sert à rien. Tu vas être ruiné avant de commencer les courses. C'est vrai que c'est un film très physique. Et pour le coup, Fragile est un film bavard et là, il y a peu de dialogue. Donc c'était un peu l'inverse. En fait, on avait vraiment, même si dans Fragile, elle joue voilà, une prof de danse, là, c'était vraiment une physicalité qui, ça doit partir aussi du ventre, c'est viscéral, c'est pas forcément positif aussi à recevoir parce que c'est très intense. On l'a travaillé de deux façons. Déjà, il y a eu tous ces entraînements à l'arène et dans l'arène et aussi à côté avec les taureaux. Parce qu'en fait, je pense que déjà, je lui ai dit d'observer beaucoup les taureaux, de passer beaucoup de temps et de voir la physicalité d'un taureau est assez impressionnante, quoi. C'est vraiment... ensuite, pour tout ce qui était transformation, en fait, elle avait souvent une petite oreillette où on lui passait des souffles de taureau dans les oreilles, parce qu'en fait, un souffle d'un taureau, c'est très impressionnant, c'est vraiment extrêmement je sais pas, intense, c'est hyper enveloppant, mais on sent la puissance. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'aller travailler avec ces sons de bêtes, ces sons de nature, voilà, cette physicalité. Mais bizarrement, dans tout le physique de ce film, je crois que la physicalité dont on ne parle pas, parce qu'elle est assez passive, mais qui a été très très dure, ça a été celle des maquillages effets spéciaux, puisque en fait il y avait 7 heures de préparation, et que là, quand on arrive avec une actrice qui paraît comme un monstre, et que tout le monde se tait sur le plateau, on se dit ah oui, c'est vrai qu'on raconte ça en fait, et qu'il y a quelque chose de... Enfin, c'est marrant parce qu'il y a de l'ordre de l'empêchement avec le masque et en même temps du détachement aussi d'un certain monde pour être en soi. Et ça, Oulaya, en le vivant, je sais que ça l'a pas mal marqué pour vivre aussi certaines autres scènes qu'on avait... Parce que tout est cross-bordé, c'est-à-dire que rien n'est dans le bon sens quand on tourne la fin au début, machin. Et donc là, on l'avait tourné au milieu du film. Et je crois que le fait d'avoir ressenti ça en elle, après 7 heures de maquillage, de porter cette tête, d'avoir... été en elle et s'être sentie très détachée du monde pendant toute une journée, ça l'a aidé à faire, par exemple, au cri final, ça l'a aidé pour plein de moments. Du coup, c'est marrant parce qu'on en discutait dans une table ronde sur les effets spéciaux. Je crois vraiment que le SFX, le VFX est super important, mais le SFX aide aussi l'acteur à traverser ce qu'on a envie qu'il traverse par le masque, et ça, c'est super fort. Moi, c'est la première fois que je le faisais et c'est très très puissant. Olivier Alfonso, déjà, c'est un vrai créateur. Donc, je pense que les effets spéciaux, c'est rencontrer des créateurs, comme on a un chef-op qui nous apporte quelque chose à l'image. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est super important. Olivier, je suis arrivée avec plusieurs pistes. Voilà, j'avais pas envie d'érotiser, j'avais envie de quelque chose d'assez duel, qui soit un peu asymétrique. En fait, je voulais pas perdre de vue la monstruosité. De la bête et en même temps ne jamais perdre l'humanité derrière ce masque. Donc en fait c'était un peu des deux et je crois qu'on a vraiment travaillé émotionnellement. Qu'est-ce que j'avais envie de dire, pourquoi, qu'est-ce que j'avais envie de raconter, et des fois on ne sait pas positivement je veux ça, j'ai cette idée de créature en tête à fond, mais plus dans ce qu'on ne veut pas ou ce qui nous a moins marqué, on arrive à se dire ah oui, mais en fait t'es plus sensible à ça. Et moi il se trouvait que j'étais vachement plus sensible à effectivement le masque. J'avais envie forcément de filmer le regard. Il y avait des choses que j'avais envie qui bougent. Je m'étais dit en fait que cette scène de transformation, elle était essentielle pour moi parce qu'elle allait raconter comment le souvenir refait surface dans le corps, en fait. Et elle était pivot de quelque chose qui est dans le sens du scénario que je voulais mettre en scène. Et je crois qu'Olivier a beaucoup écouté ce que je voulais dire en termes de sens et après m'a proposé des incarnations. Et ensuite, on a vu et on a adapté.
Ça met toujours du temps, parce que je pense que ce qui est très étrange, c'est que moi, je suis très empirique, donc tant que je ne vois pas, je ne sais, c'est pas que je ne sais pas totalement, mais et vu que le film était quand même très incarné au début, il fallait que qu'on y croie, quoi, cette incarnation et tout ça. Et Olivia était génial parce qu'il m'a proposé plein de choses différentes. Et il a même proposé des choses en plus, certains que j'ai filmés, certains que j'ai pas mis, mais qui ont aidé, voilà, à faire sentir la comédienne toute la bête, moi à pouvoir avoir une bête à l'écran. Et en même temps, j'ai très vite vu que la façon dont j'avais envie de la filmer, c'était pas tant de... Moi, je pense que c'est comme la lumière, less is more, quoi. En fait, il y a un truc... Même dans l'horreur, en fait, moi, j'aime bien quand peu de choses peuvent me faire... L'un des films que j'adore, c'est It Follows. Il y a 2 scènes super hard, mais en vrai, sinon, je pense que c'est un des films qui me fait le plus peur et qui, en même temps, me tient le plus. Donc, on voit pas grand-chose, quoi. Et ça, j'aime bien. La façon dont j'ai monté le film, enfin, c'est pas moi qui ai monté, c'est 2 productrices qui sont génialissimes, Naomi de Namur et Julie Billy, qui ont cru déjà à l'histoire, parce que je pense que acheter le taureau-garou en Camargue, c'était pas forcément tout de suite évident. Ce qui a pu, enfin déjà, vraiment, je pense que je dois remercier tout ce qu'est en train de faire Coralie Farja actuellement, Julia Ducorneau, enfin, toutes les femmes avant qui ont fait du cinéma d'horreur une possibilité, en tout cas, comment dire, ça a ouvert des portes, en fait. Moi, je suis arrivée après Titane, et c'est vrai, je ne sais pas si avant Titane, ça aurait pu se financer, très honnêtement. Je pense qu'après Titane et Grave, il y avait quand même voilà, moitié de porte ouverte, mais déjà, une moitié de porte ouverte, ça reste... on peut mettre le pied dans la porte, donc c'est déjà pas mal. Après, c'était pas tout de suite évident, c'est-à-dire qu'on n'a pas... on a souvent dû passer 2 commissions, moi j'ai dû parler à l'oral, expliquer tout ce que j'allais faire, comment, essayer aussi de justifier pourquoi je faisais du genre, comment j'allais en faire, parce qu'il y a quand même une suspicion de pas savoir le fabriquer en France. Ça c'est compliqué. Mais j'ai été super bien accompagnée. J'ai eu des vendeurs internationaux qui ont tout de suite cru au projet et qui ont quand même beaucoup aidé sa faisabilité. Après, ça reste un budget très très moyen et petit par rapport à d'autres projets de genre et par rapport à ce qu'il aurait nécessité. En fait, les bêtes, je les sens. Tout à l'heure, dans le toril, j'étais à sa place, j'ai cru que j'allais mourir. Je crois que je commence à devenir folle. Mais on est tous bouleversés par ce qui se passe, c'est normal. Moi, le premier. Tu crois que c'est possible de devenir comme eux? Comment ça? Je sais pas, un taureau? La nuit? Bien sûr que c'est possible. Le taureau-garou de Camargue, t'as jamais entendu parler de ça? J'espère qu'il va y avoir encore plein de films de genre, que le film de genre aura moins mauvaise presse en France qu'il n'a, puisque en fait, on est souvent courtisé par les États-Unis, on le voit. Il y a Alexandre Aja qui est parti, Pascal Logier aussi. Enfin, en fait, beaucoup partent pour tourner en langue anglaise, ce qu'a fait d'ailleurs Coralie Farja dès son premier long métrage, et avoir plus d'argent. J'aimerais bien que le cinéma d'horreur français et de genre puisse vraiment continuer à se faire, quoi, à créer des perspectives, des possibilités sans qu'on ait besoin forcément toujours d'aller à l'international. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense que les films de genre ont de l'avenir. Enfin, en fait, de toute façon, je ne peux que être positive sur tout ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai eu de la chance d'être à Cannes à la semaine de la clôture, à la semaine de la critique pour faire la clôture, pardon. Et c'était un super beau moment et ça a permis au film une super visibilité et aussi un achat à l'international. C'est vraiment juste super. Et encore une fois, peut-être qu'avec Grave, Titane, The Substance, ça va changer vraiment les choses, mais ça reste minoritaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ouais, c'est positif. Déjà d'être vu dans un grand festival comme Cannes et pas comme un sous-genre de quelque chose et pouvoir se dire « Ah oui, on est vu et on est apprécié », c'est super.